Ma fiancée m'a envoyé un SMS, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Fais avec. J'ai répondu par un seul mot, enfin. Ensuite, j'ai clôturé tous les comptes que j'alimentais. 3 jours plus tard, son avocat a commencé à m'appeler sans arrêt. J'ai 36 ans, je m'appelle Aurélien et je travaille dans la finance à La Défense. Je suis fiancé, ou plutôt je l'étais jusqu'à la semaine dernière, tout dépend de votre goût pour les détails techniques. Ma fiancée, Chloé, et moi étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois. Le mariage était prévu pour le début de l'été en Provence. Le domaine était réservé, les acomptes versés, la liste des invités quasi bouclée. De l'extérieur, tout semblait stable, mais à l'intérieur de notre couple, c'était un chaos organisé que je prenais à tort pour de la confiance. Chloé a toujours eu une personnalité tranchante, directe, cassante, le genre de personne qui appelle cela de l'honnêteté alors que c'est souvent juste de l'impatience. Au début, je me disais que cela faisait partie de son charme, elle était décisive, elle savait ce qu'elle voulait et n'enrobait pas les choses, mais avec le temps, ce tranchant s'est retourné contre moi, des petites piques déguisées en plaisanterie. Des commentaires sur mon travail et sur mes ennuyeux, sur les compagnons de ses amis qui étaient plus excitants, sur le fait que je devrais être reconnaissant qu'elle m'ait choisi. Nous vivons ensemble dans un appartement à Neuilly dont le bail est à mon nom. Je couvre la plupart des dépenses, le loyer, l'électricité, les assurances, les plateformes de streaming, les abonnements divers, les courses au Monoprix. Elle contribue sporadiquement quand ses missions de freelance en communication marchent bien. Je n'aimais pas cette configuration, mais je l'acceptais car nous construisions un mariage, ou du moins c'est ce que je pensais. Il y a 3 jours, j'étais au bureau quand j'ai reçu son message, sans préavis, sans discussion préalable, juste un constat. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre et que je devais faire avec. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explication, juste un renvoi, comme si elle licenciait un prestataire. Ce qui m'a surpris, ce n'était pas la trahison car avec le recul les signes étaient là, mais c'était le ton, désinvolte, presque suffisant, comme si elle s'attendait à ce que je réagisse émotionnellement, que je supplie, que j'argumente ou pose des questions. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai répondu enfin et j'ai cessé toute interaction. Pas de relance, pas d'appel, pas de confrontation. Au lieu de ça, j'ai passé le reste de l'après-midi à faire quelque chose qu'elle n'avait clairement pas envisagé, je me suis connecté à chaque compte que je finançais et je les ai coupés un par un. Quand je dis que j'ai coupé tous les robinets, je parle de tout ce qui maintenait sa vie confortable sans qu'elle ait à y penser. Je ne l'ai pas fait de manière dramatique, je ne l'ai pas annoncé, je n'ai pas menacé, j'ai juste traité ça comme une tâche administrative en retard. Notre compte joint a été le premier, j'ai modifié la domiciliation de mon salaire avant la fin de la journée bancaire et j'ai viré ma contribution pour ne laisser que le montant qui m'appartenait légalement, laissant juste assez pour éviter les agios sur les paiements en attente. Car je suis précis, pas imprudent. Ensuite, les abonnements, forfait mobile résilié de mon côté avec portabilité vers un nouveau numéro que je contrôle, son téléphone est resté actif environ 6 heures avant que le réseau ne coupe. Déconnexion de Netflix, Spotify et Canal+ partout. Stockage iCloud rétrogradé. L'abonnement à sa salle de sport haut de gamme, que je payais, a été gelé automatiquement quand la carte a été refusée. L'assurance auto était la suivante, le contrat était à mon nom, elle était conductrice désignée, je l'ai retirée, idem pour l'assistance 0 km. Pareil pour la carte de crédit différée qu'elle utilisait pour les urgences et que je remboursais chaque mois. J'ai changé les mots de passe de tout ce qui était lié à mon identité numérique, banque, impôts, services publics. Je ne l'ai pas mise à la porte de l'appartement, cela aurait causé des problèmes juridiques inutiles concernant le domicile conjugal de fait, j'ai simplement fait un sac et je suis allé chez un ami à Boulogne le temps de décider de la suite. Ce soir-là, elle m'a envoyé un nouveau SMS, le ton était différent, confuse, irritée, elle demandait pourquoi son téléphone ne marchait pas et pourquoi sa commande de livreau ne passait pas, ajoutant que c'était immature et mesquin. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, elle est passée à la vitesse supérieure, multiples appels de numéros inconnus, email m'accusant de violence économique, messages alternant insultes et tentatives de raisonnement, me disant que je surréagissais, que les couples traversent pire que ça, que je prouvais mon insécurité. Je n'ai toujours rien dit. Le 3e jour, j'ai commencé à recevoir des appels d'un numéro fixe parisien que je ne reconnaissais pas, avec des messages vocaux me demandant de rappeler pour une affaire urgente, ton formel, vocabulaire professionnel. C'est là que j'ai compris qu'elle avait changé de stratégie et contacté un avocat.
Le message vocal de l'avocat était poli d'une manière qui me disait immédiatement qu'il n'avait entendu qu'une version de l'histoire. Disant qu'il représentait ma fiancée dans un litige financier domestique et voulait discuter de préoccupations urgentes concernant les biens communs et le retrait brutal de soutien. Ces mots comptaient, bien commun, soutien. J'ai rappelé une fois, j'ai fait court. Je lui ai dit que nous n'étions ni mariés ni pacsés, qu'il n'y avait pas de bail aux deux noms, pas de contrat de mariage et aucune promesse écrite de soutien financier continu. Je lui ai dit que chaque compte fermé était à mon nom et financé uniquement par moi, et j'ai demandé sur quelle base légale il m'appelait. Il y a eu un silence, pas dramatique mais calculateur, puis il a demandé si j'étais prêt à rencontrer sa cliente pour résoudre les choses à l'amiable. J'ai dit que je ne communiquerais que par écrit. Il a dit que sa cliente se sentait prise au dépourvu et déstabilisée. J'ai répondu que sa cliente m'avait envoyé un message mettant fin à nos fiançailles et annonçant une nouvelle relation sans discussion, et que ma réponse était de me désengager financièrement et personnellement. J'ai redemandé où était le problème légal. Il n'a pas répondu directement. Cet après-midi-là, Chloé m'a envoyé un long email, sans insulte cette fois, sans bravade. Elle reformulait tout, elle disait qu'elle ne le pensait pas comme ça, qu'elle était émotive, que je savais qu'elle ne pensait pas littéralement à fait avec, qu'elle supposait qu'on allait discuter, que ma réaction était extrême et vindicative. Elle a aussi listé les dépenses qu'elle estimait que je devais couvrir jusqu'à ce qu'elle retombe sur ses pieds, loyer, charges, téléphone, courses, ses séances de psy. Elle a utilisé l'expression au soutien transitoire. En lisant ça, j'ai eu un déclic, ce n'était pas une histoire de cœur brisé, c'était une histoire de droit acquis. J'ai répondu une fois, brièvement, j'ai dit que les fiançailles étaient terminées, qu'il n'y aurait plus aucun soutien financier et que toute communication devait passer par son avocat, puis j'ai bloqué son numéro à nouveau. 1 heure plus tard, l'avocat a rappelé, son ton avait changé, prudent au lieu de confiant. Il a demandé si j'avais le temps de parler, j'ai dit non et lui ai demandé d'envoyer ses questions par email. Il l'a fait quelques minutes plus tard. L'email était plus court que prévu, pas d'exigence cette fois, juste des questions de clarification sur le bail, les comptes, si j'avais promis un soutien continu par écrit, si les frais de mariage étaient remboursables. Ce changement m'a tout dit, il avait examiné la situation et réalisé que ce n'était pas un levier, c'était du bruit. À peu près au même moment, j'ai eu de ses nouvelles directement, elle a utilisé le téléphone d'une amie pour m'envoyer un message sur Instagram avant que je ne bloque ça aussi. Le ton était à nouveau agressif, elle m'accusait d'essayer de ruiner sa vie, disait que je la punissais pour avoir été honnête, que les vrais hommes n'abandonnent pas les femmes quand c'est difficile. Je n'ai pas répondu mais j'ai fait des captures d'écran, car j'ai appris que quand quelqu'un commence à réécrire l'histoire, il faut documenter en silence. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement pendant qu'elle était sortie, je n'ai pris que ce qui était à moi, vêtements, documents, électroniques. J'ai photographié chaque pièce avant de partir, propre, sans dommage, exactement comme il se doit. J'ai laissé mes clés sur le comptoir de la cuisine. Le lendemain matin, son avocat a envoyé un nouvel email disant que sa cliente voulait explorer la médiation plutôt que l'escalade. Cette phrase m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Il n'y avait rien à arbitrer, pas d'avenir commun à négocier. J'ai répondu par écrit, réitérant que les fiançailles avaient été rompues par son message, qu'aucun mariage n'avait eu lieu, qu'aucun bien commun n'existait. Que je ne participerais pas à une médiation et que tout contact futur devait se limiter à la communication écrite concernant la récupération de ses affaires si nécessaire. 2 heures plus tard, elle a craqué. Elle a envoyé un email final depuis son propre compte avant que je ne le bloque aussi. C'était long, amer, accusateur. Elle m'a dit que j'étais sans cœur, que son nouveau mec ne la traiterait jamais comme ça, qu'elle attendait mieux de quelqu'un qui prétendait l'aimer. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'au moment où elle a dit « j'ai trouvé quelqu'un d'autre, fait avec », elle a cessé d'être ma responsabilité. La première facture qu'elle a réellement vue fut le rappel de loyer, pas un avis d'expulsion, juste l'email automatisé demandant confirmation du virement. Elle me l'a transféré avec un message « c'est à payer demain ». Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait. Le deuxième coup dur a été sa voiture. Elle a appelé un ami commun en panique parce que l'application d'assurance ne chargeait pas et que l'assistance lui avait dit qu'elle n'était pas couverte. Elle supposait que la couverture était quelque chose qui existait naturellement comme l'air, elle ne réalisait pas que c'était quelque chose que je maintenais. À la fin de cette journée, le ton est passé de la colère à la peur. Elle a envoyé un email à son avocat demandant quelles étaient ses options. Il a répondu en demandant des documents qu'elle n'avait pas,
contrat de bail conjoint, relevé de compte commun, promesses écrites. Il n'y en avait aucun. Le nouveau mec a disparu discrètement. Je ne le sais que parce qu'elle m'a accusé de l'avoir monté contre elle dans l'un des derniers messages qui a filtré. Je ne lui avais jamais parlé. Il a juste rencontré la version d'elle sans filet de sécurité financier et a décidé que ce n'était pas son problème. Son avocat a essayé une fois de plus, demandant si j'envisagerais une aide temporaire pour éviter la précarité. J'ai répondu par une phrase unique, il n'y a aucune obligation légale ou morale de soutien continu après une rupture initiée par votre cliente. Ce fut la fin des appels. Une semaine plus tard, j'ai appris par quelqu'un d'autre qu'elle déménageait, pas pour plus grand, mais pour plus petit, squattant chez une amie en attendant de s'organiser, vendant sur Vinted des articles pour lesquels elle se moquait de ma frugalité. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai officiellement annulé le mariage cet après-midi-là. À compte perdu, j'ai encaissé le coup, rupture nette, ça valait chaque euro. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais calme, lucide, ce genre de calme qu'on a quand on arrête de se battre contre la réalité et qu'on s'aligne avec elle. Ce qu'elle a tenté ensuite, c'est la pression publique. Je me suis réveillé avec des messages de gens à qui je parlais à peine, sa cousine, un ancien collègue à elle, un ami commun qui voulait soudainement apprendre des nouvelles et comprendre les deux côtés. Cette phrase est toujours un indice, ça ne veut jamais dire neutralité, ça veut dire que quelqu'un a reçu une version qui nécessite des renforts. Elle a posté des choses vagues en ligne sur l'abandon et la trahison, rien avec mon nom, juste assez pour que ceux qui nous connaissaient fassent le lien. Des citations de femmes fortes, des posts sur les hommes qui ne supportent pas l'honnêteté, des histoires sur la reconstruction après un abus émotionnel. Je n'ai pas réagi, pas commenté, pas défendu ma cause. Le silence fait plus de dégâts à cette stratégie que n'importe quel argument. Puis elle a encore monté d'un cran, elle a envoyé un email à mes parents, pas pour m'insulter, mais pour faire appel à eux. Elle a écrit combien elle m'aimait, combien elle était confuse, qu'elle n'avait jamais voulu que ça finisse comme ça, qu'elle espérait qu'il pourrait me raisonner. Ma mère m'a transféré l'email avec une seule ligne demandant si j'allais bien. J'ai dit oui et j'ai tout expliqué clairement, sans émotion, juste les faits. Elle a répondu qu'elle était fière de moi pour ma fermeté et que mon père aurait dit la même chose. Cette porte s'est fermée doucement. La tentative finale avait l'air juridique mais était vide, une lettre rédigée par son avocat, mais clairement dictée par sa panique, soulignant la dépendance émotionnelle et des attentes implicites sans faire de réelles réclamations légales, demandant à nouveau une discussion. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, l'avocat a envoyé un dernier email, court, neutre, disant que sa cliente ne poursuivrait pas l'affaire et demandant confirmation des créneaux pour récupérer ses affaires. C'était tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste la retraite. Le bruit s'est arrêté complètement après ça. Plus de posts, plus de messages, plus de contacts indirects. Le silence semblait différent cette fois, pas tendu, mais définitif. Une fois le bruit cessé, j'ai remarqué à quel point ma propre tête était calme, pas vide, mais organisée, comme une pièce après avoir enfin jeté les choses sur lesquelles on trébuchait tout le temps. Le premier changement a été pratique, mes dépenses ont chuté immédiatement. Je dépensais moins sans essayer, plus de petites fuites constantes, plus de frais surprises, plus de stress de fond à savoir si le travail marchait bien pour elle ce mois-ci. Mes comptes se sont stabilisés d'une manière dont je n'avais pas réalisé qu'ils en avaient besoin. Le deuxième changement a été émotionnel, mais pas de la façon dramatique à laquelle les gens s'attendent. Je n'ai pas sombré. Elle ne m'a pas manqué comme je pensais qu'elle le ferait. Ce qui me manquait, c'était la version du futur que j'avais déjà dépassée. Une fois cela parti, il n'y avait plus rien à contester. Des amis ont commencé à demander comment je tenais le coup. Je leur ai dit la vérité, j'étais soulagé. Pas parce que la relation était finie, mais parce qu'elle avait fini proprement. Pas de marchandage prolongé, pas d'effondrement étiré en longueur, juste une ligne claire et un mouvement vers l'avant. J'ai repensé au moment de son SMS plus qu'à toute autre chose, pas avec colère, mais avec clarté. Ce message n'était pas impulsif, il était confiant. Elle croyait avoir un levier, elle croyait que j'absorberais le choc et continuerais à fournir la stabilité pendant qu'elle explorait ses options. Quand cette hypothèse a échoué, tout le reste s'est effondré. Cette réalisation comptait, elle me disait que ce n'était pas une simple mauvaise décision, c'était une vision du monde. J'ai aussi appris quelque chose sur moi-même, je ne suis pas réactif, je suis responsif.
Quand quelque chose brise la confiance à un niveau structurel, je ne discute pas, je me retire de la position de porteur de charge et je laisse la chose tenir ou tomber d'elle-même. Elle a dit aux gens que j'étais froid. Ça me va. Le froid implique la distance. Ce que je ressentais, c'était de l'alignement. L'appartement appartient au passé maintenant. J'ai emménagé dans un endroit plus petit, plus près du travail à Courbevoie. C'est calme. C'est à moi. Je dors mieux. Je me réveille sans tension. Elle a finalement essayé de me parler directement un peu plus d'une semaine après que tout soit devenu silencieux. Pas par avocat, pas par ami. Elle s'est présentée en personne. Je rentrais du travail quand j'ai vu une voiture garée en bas de chez moi, une voiture différente, prêtée. Elle est sortie quand elle m'a vu et a commencé à marcher vers moi comme par coïncidence, comme si elle n'avait pas calculé le timing. Elle avait l'air plus petite, pas physiquement, mais énergétiquement. La confiance avait disparu, remplacée par l'urgence. Elle a commencé à parler avant que je puisse dire quoi que ce soit, disant qu'elle voulait juste 5 minutes, qu'elle méritait au moins ça. J'ai dit non. Ça l'a surprise plus que tout le reste jusqu'à présent. Elle a ri une fois comme si je plaisantais. Puis elle s'est frustrée. Elle a dit que j'étais cruel, qu'on était fiancés et que ça signifiait quelque chose, que je lui devais une conversation. J'ai dit que la conversation s'était terminée quand elle avait envoyé le SMS. Elle a essayé de pivoter, disant qu'elle avait été en colère, qu'elle ne s'attendait pas à ce que je parte vraiment, qu'elle pensait que enfin était du sarcasme. Elle a admis qu'elle supposait que je me calmerais et qu'on en parlerait. Cette phrase comptait. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite. Elle a demandé si on pouvait recommencer doucement, sans pression, juste parler, voir où ça mène. Elle a dit que l'autre type était une erreur, qu'elle réalisait ce qu'elle avait perdu. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère et que c'était pour ça que la réponse était non. J'ai dit que la confiance ne se réinitialise pas parce que les circonstances changent. J'ai dit que je n'étais plus disponible pour des réinterprétations de la réalité. Elle m'a encore traité de sans-cœur, disant que je la punissais. Je lui ai dit que les conséquences ne sont pas une punition, elles sont un alignement. Je suis passé devant elle et je suis rentré. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne me suis pas retourné. Elle m'a envoyé un SMS plus tard dans la nuit d'un nouveau numéro, juste une ligne, je n'aurais jamais pensé que tu partirais vraiment. C'était justement le point. Regarder quelqu'un entrer en collision avec le résultat de ses propres suppositions est étrange quand on n'est plus investi émotionnellement. Ça devient observationnel au lieu d'être douloureux. Elle avait supposé la sécurité sans l'engagement, le soutien sans la responsabilité, la présence sans le respect. Quand ces choses ont disparu, elle n'a pas vu ça comme une cause à effet, elle a vu ça comme une trahison. Cela m'a tout dit sur sa façon d'avancer dans la vie. Via des amis communs, j'ai entendu des fragments. Elle a dit aux gens que j'avais changé du jour au lendemain, que je l'avais prise en traître, que j'étais contrôlant avec l'argent. Ce récit ne me dérangeait pas car il nécessitait ma participation pour survivre, et je ne participais pas. Ce qui ressortait le plus, c'était la rapidité avec laquelle elle se recadrait en victime de l'imprévisibilité. Elle n'a jamais reconnu le SMS. Elle n'a jamais répété les mots qu'elle avait réellement utilisés. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, fait avec et est devenu j'ai été honnête et il a surréagi. Ce fossé entre l'action et le récit est l'endroit où la confiance meurt définitivement. J'ai aussi appris combien la paix vient de limites décisives, pas de menaces, pas d'ultimatum, juste des sorties claires. Les gens qui bénéficient de votre flexibilité appelleront toujours vos limites de la cruauté. Il n'y a pas eu de moment de clôture dramatique, pas d'excuse qui aurait changé quoi que ce soit, juste une réalisation progressive de son côté qu'il n'y avait plus d'angle d'attaque, plus de levier, plus d'accroche émotionnelle. C'est là que les tentatives ont cessé complètement. Je ne la déteste pas. La haine impliquerait une affaire inachevée. Ce que je ressens, c'est de la distance et de la clarté. Elle n'était pas une méchante, elle était une leçon que j'ai payée tôt au lieu de tard. Là où je suis maintenant, c'est simple, je suis célibataire, je suis stable, je ne suis pas confus sur ce qui s'est passé ou pourquoi ça s'est fini. Cela compte plus que d'être confortable. L'argent du mariage est parti, les acomptes perdus, j'ai accepté ça immédiatement. L'argent se récupère plus vite que la confiance. Je considère ça comme des frais de scolarité. J'ai payé pour apprendre quelque chose avant que ça ne me coûte des années au lieu de semaines.
J'ai changé mes routines, je me suis concentré sur le travail, j'ai renoué avec des amis dont je m'étais éloigné en essayant de maintenir l'équilibre pour 2 personnes. Je ne me suis pas précipité dans quelque chose de nouveau. Je n'avais pas besoin de remplacer ce que j'avais retiré. L'espace lui-même était la récompense. Elle ne m'a plus recontacté. Ni directement, ni indirectement. Le silence a tenu cette fois parce qu'il n'y a plus rien à tester. Pas de frontières floues, pas de porte dérobée émotionnelle, juste l'absence. C'est la fin la plus propre que j'ai jamais eue. Si vous lisez ceci et pensez que partir comme ça semble dur, laissez-moi être clair, ce qui a mis fin à la relation n'était pas ma réponse, c'était sa certitude qu'elle pouvait me jeter sans conséquence et garder les avantages. Je ne l'ai pas puni. J'ai arrêté de subventionner le manque de respect. L'amour sans respect se transforme en obligation. L'obligation sans choix se transforme en ressentiment. Je refuse de vivre dans cet espace intermédiaire. L'arrière-goût de tout ça n'est pas de l'amertume, c'est de la clarté. Je sais maintenant que lorsque quelqu'un vous dit exactement à quel point il accorde peu de valeur à votre présence, vous devriez le croire dès la première fois et réagir en conséquence. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement aligné mes actions avec la réalité et je me suis écarté du chemin. Et c'était suffisant.